La séance est ouverte. Mes chers collègues, bonjour à toutes et tous. Notre ordre du jour appelle l'audition de Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Madame la secrétaire générale, je vous remercie d'avoir accepté de venir devant nous, alors que se profile dans 2 semaines le 19e sommet de la francophonie que notre pays organise pour la première fois depuis 33 ans. C'est la 2e fois que cette commission a l'honneur et le plaisir de vous entendre dans vos fonctions. Vous vous étiez déjà prêté à l'exercice d'une audition en ces lieux le 22 octobre 2019. 5 ans plus tard, le contexte du sommet qui se profile justifiait pleinement que nous puissions recueillir vos analyses sur l'état de la francophonie et les perspectives d'avenir, sujet dont notre commission entend se saisir dans le prolongement des travaux menés par nos collègues Amélia Lacrafi et Aurélien Taché. Madame la secrétaire générale, vous êtes un symbole important pour la francophonie puisque vous avez été la ministre des Affaires étrangères du Rwanda pendant une décennie et vous avez travaillé à Tunis pour la Banque africaine de développement. Je rappellerai à toutes fins utiles que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a été créée le 20 mars 1970 à Niamey. Cette organisation unique, riche de la diversité de ses 88 États membres, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au service des populations qui ont la langue française en partage. Elle poursuit 4 grandes missions: promouvoir la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin développer la coopération économique au service du développement durable. Notre commission attache une grande importance à l'enjeu de la francophonie, qui est expressément mentionné dans les compétences que nous attribue l'article 36 du règlement de l'Assemblée nationale. Le nombre de locuteurs quotidiens du français se situe aux alentours de 320 millions de personnes, 5e langue la plus parlée dans le monde, derrière l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol. Le français est la langue de scolarisation de 93 millions d'élèves, la 2e langue la plus apprise et la 4e langue présente sur Internet. Le 19e sommet de la francophonie s'ouvrira le 4 octobre prochain à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, inauguré il y a 1 an, puis se poursuivra le lendemain à Paris. Réunissant une centaine de délégations, il aura pour thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Ce sera incontestablement l'un des temps forts internationaux de l'année 2024 en France. Madame la secrétaire générale, nous aimerions que vous nous exprimiez ici vos ambitions et attentes à l'égard de ce sommet. Quelles en sont les attendues ? Votre audition nous offre également l'opportunité de vous demander de façon générale votre perception de l'évolution de la place du français et des cultures francophones dans le monde. Quels sont les principaux enjeux pour les années à venir? Existe-t-il des tensions entre les objectifs de promotion du français et du plurilinguisme? Et enfin, bien évidemment, nous souhaiterions que vous vous placiez dans une posture prospective en esquissant vos projets pour l'OIF et la francophonie en général pour les années à venir. Autrement dit, comment voyez-vous le futur de la francophonie aujourd'hui? Mais je vous laisse sans plus attendre la parole pour une quinzaine de minutes, puis les collègues ne manqueront pas de vous interroger par la suite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, secrétaires et membres de la Commission, chères familles francophones parlementaires, avant tout, je tiens à vous faire part de mon plaisir d'être avec vous cet après-midi pour cet échange important pour nous, pour l'OIF, pour moi-même, avec les membres de la commission de l'Assemblée nationale du pays qui abrite le siège de l'organisation que je dirige, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui, comme vous l'avez mentionné, accueillera dans 2 semaines le 19e sommet de la francophonie. C'est un exercice que j'affectionne. Ayant été ministre pendant 12 ans, j'ai eu l'occasion de le faire avec l'Assemblée nationale de mon propre pays. Et c'est un exercice qui me permet de vous parler de notre organisation, de vous donner l'occasion d'éclaircir certains points sur le travail de notre organisation et qui me permet aussi de comprendre ce qui est important pour vous, encore une fois, qui êtes les élus du pays hôte de notre organisation.
Par ailleurs, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe plusieurs élus de l'espace francophone, compte plusieurs membres de votre propre assemblée, et l'APF est un partenaire privilégié de notre organisation, surtout sur les questions politiques. L'APF qui tiendra par ailleurs sa prochaine session annuelle en juillet 2025, donc l'année prochaine, en France. On était à Montréal il y a quelques mois. Et donc, ce sera au tour de la France l'année prochaine d'accueillir l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'ai également eu l'occasion d'échanger longuement en début d'année avec les deux rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir de la francophonie créée par votre commission, Madame Lacrafi et Monsieur Taché. J'ai par ailleurs des échanges réguliers au sein des instances de la francophonie avec le président de l'APF, Monsieur Fuchs. Et c'est pour moi une occasion de vous dire ce qu'est vraiment la francophonie, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Et trop souvent, notre organisation souffre d'une image pas claire et d'idées reçues, beaucoup d'idées reçues, notamment ici en France. Élu secrétaire général lors du sommet d'Erevan fin 2018, je vais trop vite. J'ai principalement consacré mon premier mandat à transformer en profondeur notre organisation dans tous les domaines. Une organisation intergouvernementale, comme vous l'avez dit, créée il y a 54 ans par 21 États et gouvernements qui fonctionnent par en règlement des instances de gouvernance à plusieurs niveaux, dans la transparence, avec un cadre stratégique et de programmation recentré. Et aujourd'hui, au moment de ce 19e sommet, un exercice de décentralisation de nos activités et de nos personnels du siège vers nos 13 représentations que nous avons à travers le monde. Une organisation qui rassemble aujourd'hui 88 États et gouvernements sur les 5 continents, bientôt plus que 88 au sommet de Villers-Cotterêts. Et tout cela pour la mettre à niveau. J'ai été élue pour repenser l'organisation après 50 ans. Donc 50 ans, c'était en 2020. Et en vue de renforcer aussi sa pertinence sur la scène internationale. Les chefs d'État et de gouvernement réunis au 18e sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie, il y a 2 ans, m'ont renouvelé leur confiance pour un 2e mandat et m'ont demandé de renforcer l'influence et l'attractivité de l'institution en me basant sur des actions de proximité, tant politiques que programmatiques, au service des populations et notamment nos 2 cibles principales, les jeunes et les femmes. Permettez-moi donc de vous en présenter rapidement les grandes lignes. De façon générale, j'ai orienté l'organisation vers une approche politique et diplomatique renouvelée qui tienne compte des complexités sociétales et sécuritaires présentes dans l'espace francophone, basée sur une écoute attentive de chaque situation, les situations politiques et sécuritaires étant d'une grande complexité, basée aussi sur un accompagnement plus personnalisé et sur l'innovation dans la prévention et le règlement des crises. Cette approche allie donc souplesse et fermeté et entretient résolument les voies du dialogue et de la négociation. Parallèlement, j'ai œuvré pour que la francophonie occupe la place qui lui revient dans le concert des nations,
Nous avons porté une voix francophone entendue et écoutée sur des enjeux majeurs comme le pacte numérique mondial qui attend d'être validé à la prochaine Assemblée générale des Nations unies dans quelques semaines. Nous espérons qu'il sera validé. Et donc, nous avons assuré la contribution des États membres de l'OIF et la traduction en langue française qui n'avait pas été prévue par les Nations unies. J'ai porté des plaidoyers de haut niveau sur des sujets centraux et variés, comme l'accès à la finance climat, qui occupe la plupart des activités de notre Institut pour le développement durable basé à Québec. Le développement durable, l'éducation comme l'éducation des filles ou encore l'excision et les mariages précoces dont les méfaits sur la santé physique et morale et la cohésion familiale sont bien connus. Autant de sujets que nous avons donc débattus avec nos États et des experts. Mesdames et messieurs les députés, sur le plan des projets, nous avons orienté nos actions autour de notre valeur ajoutée. Décentraliser les moyens et les ressources humaines et moderniser la gestion de l'organisation. Plus précisément, nous avons œuvré vers une OIF modernisée et lucide, consciente du chemin parcouru plus d'un demi-siècle et tournée vers les ambitions d'une francophonie inclusive, numérique, durable et prospère au profit du mieux-être des populations francophones, encore une fois avec la priorité à la jeunesse et aux femmes. Le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030 en fixe clairement la vision et le cap, tandis que la programmation actuelle 2024-2027, avec ses 3 pôles stratégiques, réinscrit la langue française et la promotion de la diversité culturelle et linguistique comme identité de l'organisation. On est la francophonie après tout. À ce titre, mes équipes et moi-même avons initié une programmation d'impact recentrée et présente sur le terrain qui offre un cadre de coopération resserré autour des projets structurants. De 40 projets en 2019, nous sommes passés à 20 en 2024, dont 10 sont désormais portés par les 13 représentations extérieures de l'OIF et les 2 instituts spécialisés dont l'OIF s'est doté sur les 5 continents. Donc l'Institut sur le développement durable basé à Québec et l'Institut sur l'éducation basé à Dakar au Sénégal. La diversité de ce maillage géographique favorise l'ancrage territorial des projets, ce qui est important, leur bon suivi ainsi qu'une influence diplomatique et politique francophone dans les territoires. Cette décentralisation doit désormais contribuer à augmenter la visibilité et l'influence de l'organisation. Ces ambitions programmatiques ont nécessité un renforcement de l'assise budgétaire de l'OIF. C'est pourquoi j'ai entrepris la réforme du barème des contributions statutaires qui était inchangé depuis 2017 pour une participation au financement de l'organisation, plus en adéquation avec le niveau de développement de nos pays qui ont quand même évolué depuis 2017, surtout les pays du Sud. Nous disposons aujourd'hui d'un budget annuel autour de 65 millions d'euros. Tous ces efforts ont produit les résultats attendus en termes d'impact et d'efficacité. C'est un travail qui continue, bien évidemment, auprès de nos citoyens. Et j'aurai l'occasion d'en rendre compte aux chefs d'État et de gouvernement pendant le prochain sommet. Nous avons renforcé nos actions en soutien à la paix et à la stabilité. Un travail pas facile, avec une crise constitutionnelle, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aujourd'hui 4 pays suspendus qui ne pourront pas participer au sommet. L'exemple le plus parlant des difficultés dans notre soutien à la paix et à la stabilité est celui d'Haïti, pays pour lequel j'ai initié un comité ad hoc
consultatif restreint afin de mobiliser davantage la solidarité internationale, en particulier francophone, en faveur de la paix et de la stabilité dans cet État qui nous représente dans la région des Caraïbes. Ainsi, nous sommes toujours dans la formation des policiers kenyans à l'interculturalité, à la langue française et le créole haïtien, dans le cadre de leur déploiement actuel au sein de la mission multilatérale en Haïti. De la même façon, nous avons consolidé le soutien à la préparation, à la tenue et au suivi des processus électoraux dans l'espace francophone, l'OIF étant spécialisé surtout dans la fiabilité des fichiers électoraux, un travail que cette organisation mène dans nos États depuis très longtemps. Nous avons mené une action déterminée en matière de lutte contre les désordres de l'information, avec un projet phare en Moldavie, tout comme nous avons étendu le projet État civil, l'octroi des documents d'état civil visant à doter les enfants sans identité d'un acte d'état civil, et ils sont estimés à 90 millions dans l'espace francophone. Sensible à la transformation numérique, incontournable aujourd'hui, nous avons engagé des programmes de formation au métier du numérique, en particulier à l'attention des jeunes, pour faciliter leur employabilité et leur insertion professionnelle. Également préoccupés par les enjeux éducatifs, nous avons lancé en 2020 le programme de mobilité des enseignants de langue française, déployé à ce jour dans 3 pays et qui permet d'accompagner les enseignants locaux, de renforcer leurs compétences et de développer un environnement francophone, tout comme nous avons consolidé la formation des maîtres et l'intégration des langues nationales dans les programmes éducatifs, surtout dans les pays africains. Vigilante à l'attractivité économique, j'ai initié des missions économiques et commerciales de la francophonie dans 7 pays qui stimulent les échanges économiques entre pays francophones par des dispositifs de prospection et de concrétisation d'opportunités commerciales et d'investissement, et encourageant la participation des femmes et des jeunes entrepreneurs. Tenant compte des défis environnementaux, nous avons également accompagné et soutenu des transformations structurelles en environnement et climat dans les différents territoires de la francophonie. Attachés à la diversité culturelle, nous avons contribué à faire rayonner à l'international les créateurs francophones, à faciliter leur circulation et à visibiliser les contenus culturels francophones sur la toile, pour en assurer la découvrabilité, un travail que nous allons continuer dans les prochaines années. Soucieuse de l'égalité entre les hommes et les femmes, un sujet que je porte depuis très longtemps, j'ai donné une attention particulière à l'éducation des filles et à l'autonomisation économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité, à laquelle nous contribuons notamment grâce au fonds La Francophonie avec elle, qui est à sa 5e édition aujourd'hui pour 2024, avec une enveloppe budgétaire de 2,5 millions d'euros. Le fonds permet d'accompagner l'autonomisation de près de 7 586 femmes à travers la mise en œuvre de 38 projets dans 24 pays de l'espace francophone. Attentive évidemment aux jeunes, cible prioritaire de notre organisation, j'ai lancé une première consultation en 2020 à l'occasion du 50e de la francophonie autour de leurs attentes, des attentes de la jeunesse francophone, puis une seconde consultation en 2023, l'année dernière, autour des ruptures de la démocratie dans l'espace francophone, sujet épineux, mais actuel, sur lequel leur parole est venue éclairer, conseiller et proposer dans le travail que fait l'OIF. Mesdames et messieurs, vous comprendrez donc que le 19e sommet de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre » en français s'adresse particulièrement à la jeunesse francophone qui est à la fois actrice, partenaire et bénéficiaire de nos actions. Le 19e sommet s'inscrit donc
résolument au service des forces vives de la francophonie. Nous sommes un espace très jeune. Rien que les pays africains membres de notre organisation, une trentaine aujourd'hui, l'âge médian dans la majorité de nos pays africains est de 19 ans. Les créateurs inventifs et originaux, les innovateurs curieux et visionnaires et les entrepreneurs perspicaces et ingénieux auxquels nous devons offrir une vie économique, en tout cas contribuer, même modestement, une vie économique respectueuse des libertés de création, d'entrepreneuriat, comme des autres droits qui s'y rattachent. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Secrétaire Générale. La parole est désormais aux orateurs de groupe, avec pour commencer Amélia Lacrafi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, il y a quelques semaines du sommet de la francophonie que notre pays a accueilli la dernière fois en 1991. Je m'en réjouis d'autant plus qu'avec une centaine de délégations de chefs d'État et de chefs de gouvernement, il s'agit sans doute et de loin de l'événement à dimension internationale le plus important accueilli par notre pays cette année, bien entendu après les Jeux olympiques et paralympiques. Ce sommet se déroulera en partie à la Cité internationale de la langue française qui, créée sous l'impulsion du président de la République, est un très beau et important témoignage de l'attachement que la France porte à sa langue, ou plutôt, devrais-je dire, à notre langue commune en partage, qui fonde justement un des concepts clés de la francophonie. Madame la secrétaire générale, chère Louise, j'ai eu effectivement l'honneur de vous auditionner longuement en février dernier avec mon collègue dans le cadre de la mission dont j'étais rapporteur sur l'avenir de la francophonie que j'espère présenter rapidement devant cette commission et j'en profite pour remercier le président Barrot. La langue française, effectivement, est présente, et vous l'avez rappelé, sur les 5 continents et rassemble 88 États et gouvernements au sein d'un ensemble institutionnel coordonné par la secrétaire générale. La francophonie est donc à la fois cette langue partagée, mais aussi un vaste dispositif composé de l'OIF, d'opérateurs et de différents acteurs. Toutefois, les enjeux liés à la francophonie demeurent mal connus des Français, et vous l'avez rappelé, ou du moins du grand public et de la jeunesse. Le sommet est donc, selon moi, une opportunité pour mieux promouvoir la langue française et de faire découvrir ces acteurs à notre jeunesse. Je sais qu'à côté du sommet, à proprement parler, seront organisés de nombreux événements tels que le village et un festival. Comment, selon vous, pourra-t-on embarquer ces jeunes Français dans cette grande aventure francophone ? Comment rendre la langue française et la francophonie plus attractives pour nos jeunes ? Parce que c'est vrai que les jeunes des 30 pays africains que vous avez cités sont assez sensibles à la francophonie, mais pas les nôtres. Pour vous, est-ce un enjeu ? Et j'ai bien compris que oui, d'après votre déroulé. Il est vrai que la multiplicité des acteurs liés à la francophonie peut être un frein à une bonne compréhension de ce qu'est la francophonie et de ses objectifs. Donc si le thème du sommet que vous avez rappelé est « Créer, innover et entreprendre en français », est-il prévu d'aborder la question d'une possible réflexion sur le dispositif institutionnel de la francophonie dans son ensemble ? Et je vous en remercie. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup, Madame la députée. Je suis heureuse de vous revoir après notre rencontre à l'OIF et notre voyage en Arménie avant cela pour la visite des réfugiés. Notre organisation, et c'était ma réflexion dès mon arrivée à l'OIF en 2019, ne peut pas ne pas s'intéresser à la jeunesse, encore une fois, parce que nous sommes un espace très jeune en moyenne et que si nous avons une organisation tournée vers l'avenir, automatiquement, la jeunesse est notre cible principale. Alors, la jeunesse... pour l'intéresser à la francophonie, il faut non seulement travailler pour elle à travers nos programmes, mais aussi travailler avec elle, l'écouter. Nous avons, en 2020, au début du confinement, pendant la période de Covid, décidé de sonder les jeunes francophones du monde. J'étais heureuse de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes Français qui ont participé à ce sondage.
Et je voulais principalement savoir si notre organisation intéressait vraiment la jeunesse. Et la réponse était positive. Ensuite, j'ai voulu savoir ce qui les intéresse exactement dans le travail de l'OIF. Et la grande majorité des jeunes, y compris des jeunes français, nous ont demandé de prioriser l'emploi des jeunes, une éducation de qualité et de s'intéresser à l'environnement. Donc, consulter les jeunes, je l'ai aussi fait sur des sujets politiques, notamment en octobre de l'année dernière, où j'ai eu un débat en présentiel avec quelques jeunes, dont 2 Français, et qui ont beaucoup parlé de la nécessité pour leurs dirigeants de leur parler, de ne pas penser que la jeunesse est trop jeune pour contribuer au sujet politique. C'était très intéressant. Les jeunes d'autres parties du monde francophone nous ont beaucoup parlé de la question de la corruption comme un sujet que l'OIF devrait aussi prioriser dans son action politique. Alors, les jeunes français sont partout dans ce sommet. Nous avons autour des tables rondes des chefs d'État dans la discussion sur le thème innover, créer, entreprendre. 2 jeunes par table, dont des jeunes français. Nous avons des jeunes qui ont participé à un concours de l'OIF sur l'innovation, qui seront présents aux côtés des chefs d'État en discussion. Les jeunes seront aussi dans les différents aspects du festival et bien évidemment autour du village de la francophonie. Merci Madame la Secrétaire Générale. Je vous invite à respecter dans toute la mesure du possible le temps imparti pour que chacun puisse bénéficier de vos réponses. Et la parole est à Aurélien Taché pour le groupe de la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, le 19e sommet international de la francophonie va effectivement se tenir à Paris le mois prochain et il est donc précieux pour notre commission de pouvoir vous auditionner cet après-midi. Ça fait plus de 30 ans en effet qu'un tel sommet ne s'était pas tenu en France et c'est donc évidemment l'occasion de voir où en est le projet francophone alors qu'avec 321 millions de locuteurs, le français est désormais la 5e langue la plus parlée au monde. Nous présenterons donc d'ailleurs, si notre commission le décide, Monsieur le Président, un rapport complet sur le sujet très prochainement avec ma collègue Amila Lakrafi, comme ça vient d'être rappelé. Mais votre présence parmi nous aujourd'hui nous permet de nous interroger sur la dimension institutionnelle de la francophonie. Elle est apparue dans les années 60 à l'initiative de dirigeants africains tels qu'Habib Bourguiba et surtout Léopold Sédar Senghor, qui aimait répéter que dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Elle sera en effet d'abord tournée, cette francophonie institutionnelle, vers les domaines de l'éducation, de la culture, puis elle prendra une dimension plus politique à partir de 1986 et la réunion du premier sommet international de la francophonie à l'initiative de François Mitterrand, qui réunira 41 chefs d'État à Versailles. C'est sur cette dimension politique précisément que j'aimerais vous interroger par ricochet sur la conception que vous avez du poste de secrétaire général. L'institution que vous pilotez est aujourd'hui un opérateur à part entière de la francophonie et lance et finance des appels à projets sur des sujets majeurs que vous avez rappelés, l'insertion professionnelle des jeunes ou des femmes par exemple. Mais pour des montants qui sont souvent de quelques centaines de milliers d'euros, et vous-même avez dû consacrer une large part de vos mandats à la conduite d'un certain nombre de réformes de modernisation de l'institution, ainsi que vous l'avez rappelé. Pourtant, et dans le même temps, on entend encore trop peu, à mon sens en tout cas, la voix de la francophonie sur les grands défis ou conflits qui traversent le monde. Alors par exemple qu'à l'est de la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone au monde, la guerre ravage le Nord Kivu, on a très peu entendu l'Organisation internationale de la francophonie dénoncer les exactions qui s'y déroulent. Silence qui est d'autant plus étonnant que vous avez été, Madame la Secrétaire Générale, ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, président du Rwanda, pays régulièrement accusé d'être partie prenante de ce conflit. Pouvez-vous donc nous dire ce qui est prévu au sommet des 4 et 5 octobre pour que les bombes cessent à Goma et pour que les bombes cessent aussi à Kiev et à Gaza, car on ne peut être que frappé par les fractures extrêmement fortes qui existent entre les pays du Sud et du Nord sur la question du génocide palestinien et de la guerre en Ukraine, fractures qu'on retrouve dans le monde francophone. Donc, est-ce que des initiatives là aussi seront prévues pour ce grand rendez-vous international ? Enfin, ne pensez-vous pas
qu'il est temps que le droit des peuples francophones à disposer d'eux-mêmes soit réaffirmé, en proposant par exemple à la Kanaki de passer du statut d'observateur à celui de membre à part entière de l'OIF, comme c'est le cas pour le Québec, là aussi une question de justice nord-sud. Voilà, Madame le Secrétaire Générale, les questions sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Je pense qu'il faut redonner une dimension plus forte à la dimension politique de l'Organisation internationale de la francophonie pour que le français devienne la langue de l'égalité et de la paix. Merci. Collègue, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup pour cette question. Le travail politique de l'OIF, surtout ces dernières années, a été un travail compliqué. Nous avons eu, comme je l'ai mentionné, plusieurs pays en crise, qui restent aujourd'hui en crise. Et donc, l'OIF n'a pas de formule magique pour tous ces conflits. Nous sommes cependant impliqués, si je commence par la République démocratique du Congo, que vous avez mentionné. Le conflit à l'est de la RDC fait partie des discussions de nos instances dès le début. L'OIF s'est prononcé à travers les réunions de ces États sur le problème de l'est de la RDC. Je dois dire ici que c'est un problème qui n'est pas nouveau, qui est là depuis plusieurs années et dans lequel plusieurs voisins de la RDC sont impliqués dans la médiation, dans le retour de la paix dans cette région de la RDC, un grand pays francophone. Nous avons pour le moment à l'OIF une mission en préparation pour la RDC parce qu'il faut aussi que les États en crise veuillent recevoir les missions de la RDC. Nous avons donc été sollicités par un représentant de la RDC récemment lors d'une réunion de la commission politique et nous sommes en train de former une mission qui ira non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les pays de la région pour voir dans quelle mesure l'OIF pourrait contribuer. Nous espérons avoir une valeur ajoutée dans cette région qu'on connaît que, oui, personnellement, je connais bien, puisque la RDC est un pays voisin du mien. Et le sujet, je l'ai également traité quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Et donc, nous sommes heureux de voir que la RDC nous a sollicité ouvertement pour qu'on puisse, avec une mission de plusieurs membres de notre organisation, notamment des ambassadeurs des pays membres, aller consulter les différents acteurs et revenir et proposer une ligne d'action pour l'OIF. Concernant le conflit à Gaza, je dois avouer qu'au-delà des positionnements des États dans nos instances, nous n'avons pas vraiment de valeur ajoutée en tant qu'organisation dans ce conflit. Nous n'avons pas, au-delà du Liban, qui est un pays membre qui donc parle de ce conflit souvent. Je dois avouer honnêtement que l'OIF et la francophonie, d'une manière générale, au-delà de ces États, en particulier des États comme la France, qui sont au Conseil de sécurité, ne peut contribuer à apaiser cette situation. Pour Kiev, très rapidement, nous avons des pays voisins de l'Ukraine, l'Ukraine étant un membre observateur de notre organisation. Et là aussi, l'OIF, à travers une réunion ministérielle dès le début du conflit, a produit une résolution en soutien à l'Ukraine et nous travaillons de près avec la Moldavie, comme je l'ai mentionné, sur la question de la désinformation. Merci beaucoup. Stéphane Ablot pour le groupe socialiste et apparenté. Madame Louise Mushikiwabo, Madame la Secrétaire Générale, merci pour cette rencontre, cet échange fructueux, cette sincérité, les valeurs que vous défendez pour la francophonie. Et il est vrai qu'on a besoin d'être rassuré sur certaines choses, notamment la mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui consiste à promouvoir la langue française, dont l'avenir se joue aussi en grande partie sur le continent africain que vous connaissez bien, compte tenu de la croissance démographique, donc notamment de
de la jeunesse francophone de ce continent. Première question qui nous paraît évidente, c'est quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour surmonter les difficultés d'accès à Internet, donc cette fracture numérique. D'autre part, garantir la lisibilité des contenus francophones. Il y a des plateformes avec des algorithmes qui n'ont que pour objectif le côté mercantile, alors qu'il y a aussi le côté culturel, et notamment la francophonie. Seconde question, dans un récent communiqué, vous avez évoqué avec le président Emmanuel Macron les opportunités économiques et culturelles liées à la connaissance du français, notamment auprès de la jeunesse francophone. Question, quelles sont pour vous les actions concrètes, vous avez évoqué tout à l'heure, mais de manière très précise pour rassembler, fédérer les acteurs économiques, parce qu'on se rend compte que le dénominateur commun de tous ces acteurs, c'est la langue française, espace francophone, action économique, et donc la langue française qui est le moteur des relations. En ce qui concerne le pluralisme linguistique, il est nécessaire d'engager un travail en appliquant la belle formule de l'écrivain italien Umberto Eco. La vraie langue européenne ou internationale, disait-il, c'est la traduction. Question, quels sont les moyens que vous consacrez à la traduction, qui est une des clés du partage des langues? N'est-il pas étonnant, par exemple, de devoir parler en anglais dans un colloque scientifique qui se déroule en France? C'est sincère et concret de citer cet exemple. Et finalement, je voudrais poser une dernière question concernant les 700 millions de francophones. On parlait des 320 millions de francophones à l'heure actuelle, mais d'ici 25 ans. Donc, il faut toujours anticiper. Question, comment pourront-ils circuler dans notre pays sans être inquiétés par le futur ministère de l'Immigration? Je pense notamment aux artistes, aux étudiants et aux acteurs de la vie économique qui contribuent à la richesse, au devenir et à l'identité de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de questions, je vais survoler rapidement. L'accès à l'Internet est surtout en devoir et une activité qui se fait au niveau des États et gouvernements eux-mêmes. L'OIF, à travers sa collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, nous avons un mémorandum de collaboration, fait la mobilisation auprès des acteurs étatiques. Et avec nos États, nous approchons de temps en temps les parties prenantes pour pouvoir donner plus d'accès à l'Internet. Effectivement, c'est un souci non seulement pour l'accès, puisque l'Internet est aujourd'hui incontournable, mais aussi pour nos programmes d'éducation, pour lesquels nous avons aussi adopté des méthodes qui ne nécessitent pas nécessairement l'Internet. Mais notre travail, c'est surtout la mobilisation des acteurs qui sont directement impliqués au niveau des infrastructures et de la réglementation. Les contenus francophones sur la toile étant des sujets majeurs de notre organisation, surtout dans les prochaines années, ce qu'on appelle communément la découvrabilité, en terme qui nous vient du Québec, sera aussi au cœur de nos discussions au moment du sommet, avec un panel qui a été organisé par le pays hôte, la France, le premier jour du sommet, et l'OIF à travers son observatoire de la langue française qui est basé à Québec, pour lequel je viens de recruter un expert, va surtout se pencher sur cet aspect de la disponibilisation des contenus culturels francophones sur la toile. Un travail donc qui nécessite des forces comprenant l'OIF, mais au-delà de nos capacités. La traduction. La traduction est un sujet aussi dont nous avons parlé longuement en même temps avec le secrétaire général des Nations Unies et la France. Moi-même, j'ai été traductrice dans ma vie antérieure. Je suis formée comme traductrice anglais-français. C'est aussi un aspect de la langue qui est extrêmement coûteux. Ce que nous faisons à travers les groupes des ambassadeurs francophones qui sont surtout dans les capitales multilatérales, New York, Bruxelles, Genève, c'est de s'assurer que les États
qui sont ceux qui décident des budgets, puissent disponibiliser des budgets pour la traduction. Alors, qu'on parle anglais dans des conférences en français, je pense que c'est plutôt du ressort de la France que de l'OIF. Je ne manque pas de signaler chaque fois au président de la République et à d'autres acteurs français, même si je suis multilingue, que nous aimerions beaucoup qu'il y ait au moins 2 langues, y compris pendant des rencontres internationales telles que les Jeux olympiques. La circulation des francophones dans l'espace francophone, c'est mon souhait le plus ardent. J'espère convaincre quelques chefs d'État au moins pendant ce sommet de s'engager dans la facilitation de la circulation, surtout des acteurs économiques et culturels, qui sont aussi des pourvoyeurs d'emplois pour cette jeunesse francophone qui demande à être épaulée dans la recherche de l'emploi. Merci beaucoup. Pour le groupe de la droite républicaine, Pierre Cordier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, bienvenue dans cette commission et merci pour les mots que vous avez prononcés depuis le début de votre intervention. On peut tous se réjouir de l'organisation de ce sommet, bien sûr, dans notre pays. Dans un contexte quand même de perte d'influence de la France, il faut aussi dire les choses. Vous ne l'avez pas évoqué, mais je crois que pour faire un bon diagnostic, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. On peut aussi sautiller sur son fauteuil en disant francophonie, francophonie, francophonie. Mais derrière, il y a aussi une réalité, et vous la connaissez, Madame la Secrétaire Générale, aussi bien que nous. J'aurais aimé entendre dans votre intervention que les choses n'étaient pas faciles, parce qu'elles ne sont pas faciles dans le contexte dans lequel on est, et cette perte d'influence, pas seulement en Afrique d'ailleurs, qui est une réalité. J'aurais aimé que vous nous fassiez un petit peu état de vos difficultés quelque part. Quand on vient devant une commission comme la nôtre, on aime bien entendre que les choses se passent bien, se déroulent bien, mais on aime bien aussi entendre de la part de nos interlocuteurs des difficultés rencontrées sur le terrain, et elles sont très nombreuses. Donc j'aurais souhaité que vous nous fassiez état un petit peu, très rapidement, des difficultés que vous rencontrez, entre guillemets, sur le terrain par rapport à la mission qui est la vôtre. Et j'aurais aimé en seconde phase que vous nous fassiez état également des questions budgétaires. Quelles sont vos marges de manœuvre budgétaires? Qui finance vos actions? À quelle hauteur? Est-ce qu'il y a bien entendu des participations qui émanent d'autres pays? J'imagine que oui, pas seulement en monnaie sonnante et trébuchante, mais également peut-être avec la mise à disposition d'un certain nombre d'infrastructures, de structures qui vous permettent d'agir aussi dans les différents pays. Donc voilà, vos difficultés principales et la question budgétaire. Je vous remercie. Merci. Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup pour ces questions, surtout la question budgétaire que j'aborde chaque fois avec nos États, y compris à commencer par la France, qui est le plus grand contributeur à notre budget statutaire. Alors, les difficultés que nous rencontrons, bon, tout d'abord, la perte d'influence de la France et le recul de la langue française que nous avons documenté à travers notre observatoire de la langue française. Nous sommes une organisation multilatérale qui évolue dans un contexte géopolitique assez complexe où les grands pays, les grands de ce monde sont parfois en conflit ou aussi les difficultés de gouvernance, je pense à plusieurs des pays africains, mènent à des conflits avec l'ancien pouvoir colonial qu'est la France. Donc, la difficulté que nous rencontrons au niveau de l'OIF, c'est de pouvoir apporter des solutions réelles aux problèmes politiques. Par exemple, les 4 pays aujourd'hui suspendus, c'est dommage que le Niger, Niamey, la capitale du Niger, ayant été le lieu de fondation de notre organisation en 1970, passe plusieurs années sans pouvoir participer au travail de l'OIF et ne sera pas malheureusement invité à ce sommet pour cause de suspension. Et c'est des problèmes politiques auxquels notre contribution reste minime. Nous aimerions pouvoir impulser plus de positivité dans
le dialogue politique, par exemple au niveau de nos États, et même sur le plan régional, ce n'est pas toujours évident. Et dans ces conflits qui commencent toujours par des problèmes internes nationaux, se greffent parfois, et c'est le cas pour les pays du Sahel qui sont suspendus dans notre organisation, des conflits géopolitiques des grands pays qui se disputent, si on peut ainsi s'exprimer, l'affection de ces pays-là, ou la présence, qu'elle soit politique ou économique. C'est des sujets sur lesquels notre organisation reste très limitée, puisque certains chefs d'État nous écoutent, d'autres ne nous écoutent pas. Ça ne nous empêche pas de les approcher, de prodiguer des conseils de temps en temps, mais c'est une limitation réelle et une difficulté pour nos pays. Concernant le budget, notre budget est surtout une contribution statutaire de chaque État qui a été donc revue l'année dernière et approuvée par la conférence ministérielle, la France étant le pays qui contribue le plus à ce budget de l'OIF. Et aussi, je dois le dire devant vous, la France ayant été, en tout cas depuis mon arrivée à la tête de l'OIF en 2019, le pays qui a beaucoup soutenu les réformes de notre organisation et sa modernisation. Ensuite, des pays comme le Canada, la Suisse, la Grèce, la Belgique, et récemment, une grande augmentation de la contribution des pays africains, par exemple, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, des pays asiatiques, le Vietnam et le Cambodge. Donc, un budget qui est en augmentation de 30%. Mais moi, ce que j'aimerais, ce que je vais soumettre au chef d'État aussi, c'est qu'on puisse avoir des contributions spéciales pour des projets spéciaux tels que l'enseignement de la langue française, qui est une demande à travers tout l'espace francophone. Merci beaucoup pour le groupe écologiste et social. Clémentine Autain. Oui, merci de votre intervention, Madame la secrétaire générale de la francophonie. Vous dire d'abord le plaisir de vous avoir entendu parler à plusieurs reprises des femmes, des jeunes, des violences faites aux femmes comme point très important de vos axes de travail, et aussi d'environnement. Je l'ai retenu à plusieurs reprises. Vous avez parlé de l'engagement nécessaire sur ce sujet. Je le note parce qu'aucun document officiel ne cite ce point, notamment en vue de la préparation du sommet qui arrive à Villers-Cotterêts. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qui est prévu, en tout cas pour ce moment d'échange. Est-ce que cette question centrale pour l'avenir du monde aura sa place dans les échanges, ou est-ce qu'au fond, vous nous en avez parlé là, mais c'est pas le sujet. Je voulais vous interroger surtout sur deux points. Le premier, c'est sur votre responsabilité à promouvoir les valeurs de paix et à jouer un rôle diplomatique en tant que secrétaire général de la francophonie, où votre parole a valeur de symbole. Et on sait à quel point, dans les enjeux diplomatiques, la parole, elle a aussi une valeur performative. Et je n'ai pas été encore totalement convaincue par votre réponse à mon collègue Aurélien Taché, parce que ce qui m'a frappée, comme beaucoup de personnes qui vous écoutent, qui regardent, c'est votre silence sur les massacres du M23, soutenus par le Rwanda. Et puisqu'on a évoqué la situation à Gaza, qui m'affecte comme nous tous, j'espère, ici, dans cette salle et très au-delà, celle de l'Ukraine. Mais je le dis assez solennellement ici, je trouve que les 6 millions de morts, en tout cas c'est le chiffre dont on parle, dans ce qu'on appelle un conflit, mais enfin c'est un génocide de masse considérable, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et qu'on aurait besoin d'un peu plus de force dans la dénonciation de ces crimes de masse, mais aussi dans la parole qui forcément vous engage au regard de votre parcours et au regard de la RDC, qui est un pays francophone s'il en est.
Et donc, je pense que le mot paix peut venir, mais le mot paix nécessite aussi d'avoir des mots assez clairs sur les responsabilités, et c'est peut-être sur ça que vous êtes attendu. Juste une deuxième question, remarque assez simple. Vous nous avez dit que vous étiez passé de 21 États à 88 États aujourd'hui. Moi, j'ai une inquiétude sur la dilution, en fait. Sur la dilution, parce que le problème n'est pas tant d'être en expansion, mais d'être capable de maintenir là où nous avons des zones de force pour que la francophonie puisse avoir un avenir dans le monde. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci, Madame la députée. Je commence par vous rassurer par rapport au travail de l'OIF sur les questions environnementales qui sont surtout du ressort de notre Institut pour le développement durable, donc à Québec, avec ces dernières années une concentration sur le soutien à nos États sur la finance climat. L'environnement ne fait pas partie des sujets, des thèmes de discussion de ce sommet, mais le travail de l'OIF et de la francophonie d'une manière générale, y compris nos projets dans le tourisme durable, dans l'océan Indien, dans la région de l'Asie-Pacifique, sont bien des activités qui ont un impact sur les populations francophones de ces régions. Donc, le thème qui est choisi chaque année vise un aspect du travail de l'OIF. Et donc, si l'innovation qui sera le sujet de discussion au sommet débouche sur l'innovation qui est dans la facilitation des questions environnementales, ce sera un sujet, mais le thème cette année, c'est créer, innover et entreprendre. L'environnement n'est pas exclu, mais ce n'est pas la focalisation du thème cette année. Maintenant, concernant la RDC et ce conflit, encore une fois, je vais être très honnête parce que c'est un conflit que je connais très bien pour l'avoir traité pendant des années. Tout d'abord, vous le savez bien, le fonctionnement des organisations multilatérales est un fonctionnement qui émane des États. Et l'OIF et la secrétaire générale de la francophonie que je suis s'est exprimée sur ces sujets suite à des discussions de nos États membres sur cette question précise. Je peux vous citer des communiqués, je peux vous citer des entrevues de presse. Et donc, comme je l'ai mentionné pour d'autres conflits aussi, notre action reste limitée, mais cela ne veut pas dire qu'on a été silencieux. Par ailleurs, au début du conflit qui a dépassé la RDC pour inclure mon propre pays, le Rwanda, j'ai été plusieurs fois messagère entre les chefs d'État, et puis à un certain moment, le conflit s'est compliqué. Je n'ai plus été sollicitée pour porter des messages. Mais donc, pour vous dire que j'ai été personnellement, en tant que secrétaire générale, impliquée aussi bien sur le plan institutionnel ainsi que dans mes capacités en tant que personnalité politique qui connaît la région. La dilution de 21 pays à 88 pays, personnellement, je ne suis pas contre l'expansion de l'OIF. Ce que j'ai voulu à mon arrivée en 2019, c'était qu'on ait un moratoire en temps de pause pour bien étudier les critères d'adhésion. Mais je trouve que si on a, en tant qu'organisation, des règles très claires qu'on a bien pensées et discutées au niveau de tous les États, le fonctionnement, l'apport de chaque pays, l'expansion n'est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout que les membres à part entière restent que 54, les autres étant seulement observateurs ou associés. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Démocrates, Maude Petit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, mes chers collègues.
les 4 et 5 octobre prochains, à la Cité internationale de la langue française, vous l'avez rappelé, à Villers-Cotterêts, la France sera la capitale de la francophonie à l'occasion de son 19e sommet. Cela faisait 33 ans que notre pays n'avait pas organisé un tel sommet. Un événement important puisqu'il concerne l'avenir, le développement et la promotion d'une langue qui compte aujourd'hui 321 millions de locuteurs, ce qui en fait la 5e langue la plus parlée, après le chinois, l'espagnol, l'anglais et l'hindi. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050, une croissance importante qui n'est cependant pas liée au fait que la langue de Molière connaîtrait une hausse de son enseignement dans les pays européens. Ce n'est malheureusement pas la tendance, puisque selon l'Observatoire de la langue française, si le français demeure la 2e langue étrangère la plus apprise sur le vieux continent, elle est en recul de 10% dans les pays qui le composent. Pour les élèves européens et leurs parents, le principal critère de choix d'une langue étrangère est qu'elle constitue le meilleur atout pour eux pour trouver un emploi. Et dans ce domaine, l'anglais s'impose très clairement. L'une des conséquences de ce lent déclin de l'apprentissage du français en Europe est qu'aujourd'hui, la langue française est plus que jamais une langue d'Afrique, comme le faisait remarquer le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. L'avenir de la langue française semble se jouer donc sur le continent africain. Plus de 60% de ceux qui emploient le français vivent en Afrique, dont près d'1 sur 2 en Afrique subsaharienne. Un chiffre qui devrait encore s'accroître dans les années à venir, puisque dans cette Afrique, le nombre d'habitants parlant le français a progressé de près de 15% depuis 2018, dans les pays d'ailleurs dans lesquels le français est langue officielle, mais aussi surtout langue d'enseignement. Entre 2018 et 2022, sur les 21 millions de personnes supplémentaires qui ont parlé le français, 19 millions de ces nouveaux francophones étaient africains et 80% de ces personnes venaient de l'Afrique subsaharienne. Tous les voyants semblent donc au vert pour le développement du français sur le continent africain, mais cette croissance semble stagner. Elle est aujourd'hui moins forte qu'entre 2014 et 2018 et perd notamment 2 points dans les Amériques, en Afrique subsaharienne, océan Indien et surtout 10 points au Maghreb, Moyen-Orient. Mes questions, à quoi cela est-il dû ? Est-ce que le contexte politique entre en compte ? Cette stagnation est-elle en lien avec le sentiment anti-français qui se développe dans la bande sahélo-saharienne ? Et en fait, faut-il y voir le reflet du recul de l'influence française dans ces régions ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Les questions que vous posez, nous les posons aussi à l'OIF dans nos discussions concernant la langue française dans le monde. Et il y a plusieurs facteurs au recul de la langue française. Le premier facteur étant géopolitique, puisque l'anglais, dans plusieurs coins du monde, est devenu la lingua franca des citoyens du monde. Et donc, en certain remplacement du français par la langue anglaise, nous avons constaté au niveau de l'OIF, dans nos programmes langue française, qu'il faudrait quand même dédier des montants très importants. Nous, l'OIF, puisque ça fait partie de notre mission, donc avec le soutien budgétaire de nos États, sur l'enseignement de la langue française. Si on n'enseigne pas la langue française, elle sera remplacée par l'arabe, le turc, voire le chinois, à commencer par l'espace francophone africain, qui est aujourd'hui ouvert à beaucoup plus de pays partenaires et à d'autres langues, ce qui n'était pas le cas à la fondation de l'OIF et ces dernières années. Nous avons constaté que la langue française recule dans les organisations internationales. Dans mes presque 6 années à la tête de l'OIF, toutes mes discussions avec le secrétaire général des Nations Unies sont précisément sur l'utilisation de la langue française dans les capitales multilatérales. C'est aussi un certain relâchement de la part de nos États membres qui, comme ça a été mentionné tout à l'heure, même quand ils ne s'expriment pas bien en anglais, préfèrent quand même utiliser l'anglais à la langue française qu'ils maîtrisent bien. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité des États qui sont représentés au niveau des organisations
européenne. J'ai sollicité Bruxelles depuis 2019, la Commission de l'Union européenne, où nous avons par ailleurs 19 membres, aussi une majorité des pays qui sont membres de l'OIF, mais où nos propres États ont quand même relâché sur la langue française. Ça aussi, c'est un critère. Et enfin, en sollicitant et en échangeant avec beaucoup de jeunes francophones à travers le monde, notamment les jeunes dans notre zone Asie-Pacifique, il y a un problème de perception où les jeunes, la jeunesse d'une manière générale, ont cette perception de la langue française qui n'est pas fausse, qu'il faut bien maîtriser la grammaire française, il faut bien parler la langue, et les jeunes qui recherchent une communication rapide qui n'est pas nécessairement grammaticalement correcte, je pense qu'il faut travailler aussi sur la perception comme une langue qui permet de communiquer. On peut avoir le français littéraire, mais en même temps, le français doit être une langue de communication et de réussite professionnelle. Merci beaucoup. Bertrand Bouix pour le groupe Horizon et indépendant. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale. Rassemblant plus d'un tiers des pays membres des Nations Unies, la francophonie connaît des progrès considérables depuis ces 50 dernières années. Vous l'avez fort bien dit dans votre préambule. La langue française est un bien commun précieux qu'il nous faut protéger et développer. Elle réunit 321 millions de francophones et tous les collègues l'ont bien également montré. Le 19e sommet de la francophonie constituera un rendez-vous politique et diplomatique de grande ampleur, aussi bien pour la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat, dans la diversité de cet espace francophone et qui seront placés, vous le savez, au cœur de cet événement. Alors, moi, je pense qu'une piste de réflexion essentielle semblerait porter sur le développement de la langue française sur Internet. Bien que le français reste en 4e position sur Internet, son avance sur les langues suivantes s'est considérablement réduite par, à mon sens, 2 phénomènes. Le premier, c'est le taux de connexion à l'Internet des francophones des pays industrialisés qui sont proches de la saturation, laissant finalement une faible marge d'augmentation. Et puis par ailleurs, et vous le savez aussi, c'est la fracture numérique des pays francophones africains qui est très lente à résorber. Alors je profite de cette audition pour vous interroger, Madame la Secrétaire générale, sur les leviers d'action envisageables pour développer l'utilisation du français sur Internet et les pistes de réflexion en cours, ainsi que les futurs chantiers auxquels la francophonie devra se confronter tant dans l'entrepreneuriat que dans les autres secteurs pour faire rayonner la langue française. Merci. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Monsieur le député. La question que vous posez, c'est une question qu'on se pose aussi à l'OIF. Lors du prochain sommet, nous allons discuter donc de cette disponibilisation des contenus francophones. Il y a la question de la fracture numérique qui clairement est un facteur important. Par rapport à l'Internet. Il y a ce taux de connexion, effectivement, entre l'Amérique du Nord et la Chine. Il n'y a pas beaucoup de marge pour le reste du monde, mais il y a aussi le coût, donc l'accès à Internet par beaucoup de jeunes, notamment sur le continent africain. Donc, nous, l'OIF, de temps en temps, avec certains de nos États membres, sollicitons les dirigeants des grandes plateformes pour les sensibiliser sur l'importance, le nombre important de francophones qui sont en réalité une partie des utilisateurs qui n'est pas nécessairement prise en compte. C'est pour cela d'ailleurs que la France, pays hôte du sommet, a voulu engager cette discussion dès le début du sommet le 4 octobre. En même temps, à travers notamment une plateforme de ministres francophones chargés des technologies de l'information,
cette mobilisation pour la réduction de la fracture numérique et surtout, et c'est aussi un frein à la présence de contenu francophone et à la présence de la langue française, aussi de créer des contenus qui sont... Parce que sans assez de contenu, on n'arrive pas à être disponibilisé ou maximisé sur l'Internet. Donc, un travail dans lequel on est engagé avec d'autres acteurs, mais qui sera, et qui, en tout cas dans les prochaines années, la découvrabilité des contenus francophones étant un des programmes prioritaires de notre organisation. Nous allons essayer de profiter de la technologie pour faire avancer la présence de la langue française. Merci beaucoup. Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire Générale, c'est un plaisir de vous revoir ici et en ces circonstances. L'Organisation internationale de la francophonie compte parmi ses missions celle de lutter contre la désinformation. Vous n'ignorez certainement pas le conflit territorial qui oppose la France et les Comores au sujet du département de Mayotte que je représente ici. Le Rwanda n'est pas très loin, en Afrique de l'Ouest du canal du Mozambique. Malgré le vote souverain des Mahoraises et des Mahorais contre l'indépendance en 1976, les Comores répandent depuis plusieurs décennies un discours mensonger, une propagande haineuse et violente avec l'aide maintenant de la Russie et de l'Azerbaïdjan. Nous avons ainsi vu le groupe de Bakou se réunir les 2 et 3 septembre derniers pour mettre en scène et diffuser une conférence de désinformation sur Mayotte, avec une réécriture de l'histoire qui nie le choix des Mahoraises et des Mahorais de rester français, qui met en accusation la France et alimente les réseaux sociaux pour déstabiliser notre territoire. Le révisionnisme comorien est une violence pour nous Mahorais, il nie le combat de nos anciens et vise à prendre le contrôle de notre île, il est lourd de conséquences sur le terrain. Parce que si les fantasmes de Moroni et les gesticulations de pseudo-intellectuels comoriens en mal de publicité restent pathétiquement risibles, tant ils sont sans aucun fondement, ils ont un très large écho sur Facebook, WhatsApp, TikTok et Twitter. Les réseaux sociaux permettent à la désinformation de dépasser les frontières et de justifier l'instrumentalisation des flux migratoires à Mayotte, de nourrir un discours anti-français. Madame la Secrétaire Générale, que fait l'OIF contre la désinformation? Que fait l'OIF contre le discours anti-français qui se répand? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup, Madame la députée. J'ai peur de vous décevoir, mais ce conflit n'a pas vraiment été abordé à l'OIF, en partie parce que les sujets qui sont abordés, qui sont étudiés et sur lesquels l'OIF s'engage, nous sont soumis par les États membres. Et donc, les Comores sont représentés à l'OIF. Jamais ce sujet n'a été évoqué. La France ne l'a jamais évoqué non plus. Mais effectivement, nous suivons surtout ces derniers mois ce conflit qui, comme d'autres conflits par ailleurs à travers l'espace francophone, sont sujets à la manipulation de l'information. Il faut donc bien comprendre ce qui se passe pour ne pas être pris dans le maillage de la désinformation, mais votre intervention nous réveille à cette réalité. Je suis avec notre directeur de la francophonie politique qui traite qui porte le sujet de la désinformation. Nous allons nous y pencher. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, Marc de Florian. Merci, Monsieur le Président. D'abord, vous dire que sur un sujet aussi important que la francophonie, comme sur tous les autres d'ailleurs, nous aurions souhaité que les groupes puissent s'exprimer dans l'ordre décidé démocratiquement par les électeurs en juillet dernier, comme vous l'aviez défendu lors de la précédente législature. Ceci étant dit, Madame la Secrétaire Générale, merci d'être parmi nous. L'organisation que vous conduisez est un atout majeur pour nos pays dont le potentiel de développement reste immense. Ce lien qui nous unit, nous, les 320 millions de francophones, nous permet de tenir une place enviée sur la scène internationale grâce à notre langue partagée et au patrimoine culturel et littéraire qui lui est attaché. C'est également un levier pour favoriser notre prospérité commune en renforçant les liens entre nos, pour l'instant, 88 États membres, bientôt davantage.
En particulier, les pays africains francophones sont parmi ceux avec qui nous devons travailler pour enrayer l'implantation d'intérêts étrangers parfois voraces. En effet, l'expansion linguistique, économique, voire militaire de ces réseaux représente un risque de déséquilibre avéré sur un continent sur lequel nous nous sommes ensemble impliqués pour la paix et le développement depuis des années, jusqu'au sang versé en commun. L'attaque terroriste menée il y a quelques heures contre les gendarmes maliens nous rappelle que la guerre y est une réalité quotidienne pour un nombre trop important de ses habitants. Ainsi, les changements de régime survenus au Sahel ces dernières années y ont affaibli notre action commune. Les relations diplomatiques avec les nouveaux dirigeants en responsabilité y sont pour le moins délicates. Or, le réseau que représente la francophonie peut aider à pallier ces moments durant lesquels le dialogue est difficile, voire rompu, soit formellement, à travers les institutions de l'OIF, soit de manière, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, de manière plus informelle qui peut se révéler terriblement efficace. Ainsi, Madame la Secrétaire Générale, nous saluons et nous soutenons votre action qui permet de maintenir les liens qui unissent les nations francophones, le temps que les relations entre les gouvernements soient rétablies et que les canaux diplomatiques conventionnels puissent être rouverts. Nous vous souhaitons un plein et entier succès lors du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra dans notre belle ville de Villers-Cotterêts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci beaucoup. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à ces pays qui ont des difficultés avec la France aujourd'hui. Nous, en tant qu'organisation commune à ces pays de la zone sahélienne et la France, il est dans notre intérêt d'avoir des relations apaisées. Nous avons suivi depuis quelques années une certaine révolte, surtout qui vient de la jeunesse francophone de ces pays-là. Et par la suite, la manipulation et la désinformation. Pour avoir bien connu ces pays-là et travaillé au niveau de l'Union africaine pendant plusieurs années, je dois dire que la sortie ou une partie de la solution ou de l'apaisement des relations entre ces pays et la France passe surtout par le renforcement de la gouvernance nationale. Les pays prédateurs qu'on retrouve dans la zone sahélienne et dans d'autres régions telles que le Mozambique en Afrique australe sont surtout dus à des faiblesses au niveau des États, à une certaine révolte, surtout de la jeunesse par rapport à leurs dirigeants. Et cela conduit à une certaine révolte contre la France qui est jugée comme un pays qui soutient les dirigeants justement qui sont contestés. Et donc je pense que pour aller vers un apaisement, il faut surtout travailler sur cet aspect-là. C'est des questions que nous suivons de près parce que de temps en temps, des pays qui boudent la France nous disent qu'ils vont abolir la langue française. Ce n'est pas facile parce que c'est des pays qui ont investi dans la langue française depuis les années des indépendances et qui n'ont pas d'autres langues internationales. Mais évidemment, dans la recherche des solutions politiques, nous faisons tout pour que cette fracture et cette mésentente n'aillent pas plus loin. Et comme vous le dites, nous travaillons aussi avec les États de la région qui nous aident de temps en temps à passer des messages pour la région du Sahel. Notamment, c'est une discussion que j'ai engagée avec le nouveau président sénégalais qui sera aussi présent au sommet. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Nous allons passer aux expressions des orateurs à titre individuel. Je rappelle 1 minute pour la question et, si possible, 1 minute pour la réponse, en commençant par Alexis Joly, suivi de Liliana Tanguy qui se prépare. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Alors, la transition numérique représente un enjeu majeur pour les pays francophones, tant sur le plan économique que culturel. En effet, il est crucial de positionner le français comme une langue du futur dans les secteurs clés du numérique, de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat.
La francophonie doit être un acteur clé de ces défis et dans cette perspective, comment est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie envisage-t-elle de soutenir la création et la diffusion de contenus numériques en français pour encourager donc l'utilisation de notre langue dans les technologies émergentes et quels plans d'action ont été mis en place pour garantir que le français reste une langue d'innovation, en particulier pour les jeunes générations qui seront donc les moteurs de cette transformation digitale. Et puis vous aviez évoqué tout à l'heure le pacte numérique. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Effectivement, nous avons voulu, moi en tout cas, à mon arrivée à la tête de l'OIF, j'avais déjà compris que le numérique était incontournable et nous avons commencé par les textes les deux stratégies pour notre organisation. Une nouvelle stratégie numérique a été adoptée par les ministres chargés de la francophonie pour nous donner un cadre de discussion. Au-delà de nos interactions à travers les ministres chargés du numérique dans plusieurs de nos pays qui ont un réseau qui existe depuis 2018, nous nous sommes impliqués avec nos États et à travers nos États. Donc au niveau de ce code numérique mondial qui n'avait pas pris en compte le fait que plus de 320 millions de locuteurs ne comprennent pas la langue anglaise, donc n'auraient pas eu accès à ce code. Et nous avons proposé au secrétaire général des Nations Unies d'en faire la traduction, mais aussi de piloter à travers notre bureau à New York la contribution de chaque État membre de notre organisation. Et nous espérons que ce code va voir le jour. Il y a quelques difficultés, comme il y en a souvent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des raisons qui ont très peu à voir avec le numérique. Mais donc, c'est un sujet que nous ne lâchons pas et que, en même temps, avec nos États et des organisations multilatérales, notamment à travers New York et Genève, nous suivons de près. Merci beaucoup. Liliana Tanguy, puis Sabrina Sebaï. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire générale, je souhaitais vous interroger sur la stratégie de l'OIF vis-à-vis de l'Europe du Sud-Est, où il existe un centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale. Alors, bien que la pratique de la langue française ait reculé dans les Balkans occidentaux, je voudrais souligner ici qu'il existe une longue tradition francophone et francophile, notamment en Serbie et en Macédoine du Nord, qui est née de liens culturels importants à travers l'histoire. En 2019, l'OIF s'est prononcé en faveur d'un renforcement de la francophonie dans cette région, qui se caractérise par ailleurs par une dynamique multilingue très répandue. Donc je voulais savoir ce qu'il en était de cette stratégie et est-ce que le rôle de la francophonie dans les Balkans occidentaux sera un sujet abordé lors de du prochain sommet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Alors, concernant le sommet, la réponse est non. La langue française dans la région des Balkans ne sera pas à l'ordre du jour du sommet, mais notre intérêt pour la langue française dans cette région reste. Nous avons par ailleurs commencé des évaluations des États, qu'ils soient membres à part entière ou observateurs, ou des États observateurs qui veulent passer à l'étape suivante, avec une évaluation de nos experts sur la langue française, nos représentants qui couvrent la région et l'Observatoire de la langue française, donc à Québec, et le bureau de la secrétaire générale qui a une conseillère langue française, sans pour autant nous focaliser sur cette région. Nous avons commencé un programme d'évaluation et de passage à l'échelle de la langue française dans ces régions. Je sais notamment que la Serbie a fait partie de ces pays-là, qui par ailleurs demandé à passer à l'étape supérieure et qui a été évalué et qui recevra le soutien de l'OIF concernant la langue française. Merci beaucoup. Sabrina Sebaï, puis Stéphane Rambaud.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire générale, ma question concerne le rapport des jeunes, en particulier des quartiers populaires à la francophonie. La francophonie est une incroyable opportunité d'ouverture sur le monde et ce sont les jeunes qui l'incarnent aujourd'hui. À ce titre, le Réseau international de la jeunesse de la francophonie, créé en octobre 2022, a constitué une réelle avancée pour fédérer les organisations de jeunesse à travers le monde. Ce sont aussi les jeunes des quartiers populaires qui font vivre la langue française. Et la francophonie pourrait leur ouvrir encore plus de perspectives d'échange, d'ouverture et d'emploi. Fin 2023, mon collègue, Pouria Amir Chahi, a mis en place un campus francophone en Seine-Saint-Denis et a signé à cette occasion un pacte linguistique avec l'État. Ce pacte encourage notamment les 130 collèges publics de Seine-Saint-Denis à engager des correspondances avec d'autres pays francophones. Nous avons besoin de multiplier les initiatives de ce type pour que vive la francophonie sur l'ensemble des territoires de France. La francophonie représente autant de fenêtres sur le monde dont la jeunesse des quartiers devrait pouvoir bénéficier davantage. Ma question est donc la suivante. Est-ce que l'OIF prévoit des dispositifs spécifiques pour continuer de faire connaître la francophonie dans ces quartiers? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Secrétaire générale. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous par rapport à la jeunesse des quartiers populaires qui portent notre langue. Nous n'étions pas au courant, je regarde ma conseillère langue française de cet accord, mais nous allons nous y intéresser. Nous sommes ici à Paris et donc dans la proximité. Effectivement, c'est une des voies de faire remonter la langue française. On ne pense pas nécessairement à travailler sur la langue française en France, mais effectivement, ces quartiers-là sont un sujet d'intérêt pour nous et nous allons nous y intéresser. Merci beaucoup. Stéphane Rambaud, puis Pierre Pribetich. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire générale de la francophonie, 6 ans après les déclarations d'Emmanuel Macron, les résultats sont décevants. La francophonie ne doit pas se limiter à des effets d'annonce, elle doit devenir un espace d'influence économique et géopolitique. Nous devons renforcer ces objectifs économiques en nous concentrant sur des secteurs d'avenir comme le numérique, l'intelligence artificielle, et nous vous en remercions pour votre travail. En outre, il est essentiel de promouvoir le français comme langue de travail dans les instances internationales et les entreprises pour qu'elle reste une langue d'influence reflétant nos valeurs dans le monde. Elle permet d'apporter une distinction culturelle, car nous le savons tous, la langue façonne l'esprit. Aussi, je souhaiterais savoir si l'OIF parvient à promouvoir l'usage du français au sein des instances et des organismes internationaux. Merci beaucoup. Madame la Secrétaire générale. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Je commence par la question sur la langue française en tant que langue de travail dans les entreprises. Nous avons des limitations par rapport à notre accès aux entreprises, au-delà des entreprises qui sont regroupées dans des organisations affiliées à l'OIF. Mais donc, étant une organisation intergouvernementale, nous travaillons à travers nos États que nous encourageons, auxquels nous demandons que la langue française soit promue et utilisée à tous les niveaux. Mais concernant les objectifs économiques, nous avons été très, très actifs sur le front économique, surtout dans la mise en relation des entreprises et des acteurs économiques d'un espace francophone à un autre, notamment à travers nos missions économiques qui ont commencé en Asie-Pacifique, le Vietnam et le Cambodge particulièrement, qui voulaient faire des affaires avec l'Afrique. Nous avons mis en relation donc les entreprises des deux régions, le Québec qui s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique du Nord. Nous avons une grande activité au niveau du réseau des entreprises francophones qui se réunit chaque année
Et donc, l'utilisation de la langue française est automatiquement garantie. Mais l'OIF a été et reste très sollicité aujourd'hui sur le front économique, d'où notre nouvelle stratégie économique et ce rôle de catalyseur que joue l'OIF pour les entreprises francophones, surtout les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup. Pierre Pribétiche, puis Nicolas Dragon. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le combat linguistique pour l'accès à la connaissance, mais aussi pour la relation à l'autre, pour l'altérité, pour la promotion aussi de nos valeurs, comment comptez-vous mener ce combat avec 1,26 milliard d'anglophones, 1,12 milliard de mandarins, 600 millions d'hindis, 500 millions d'espagnols et 320 millions de francophones? Je rappellerai simplement ce concept de Gramsci sur l'hégémonie culturelle en redisant en fait la nécessité du combat. Une chose m'inquiète, c'est le contrôle des logiciels de traduction, et notamment avec la présence de l'intelligence artificielle. Comment pouvez-vous vous assurer que la qualité du français, que la promotion en fait de la qualité de la langue sera assurée dans ces logiciels de traduction, en n'oubliant pas non plus la diffusion de notre langue par différents médias internationaux? Enfin, pour aller dans le sens de ma collègue, concernant en fait les Balkans, je vous rappelle tout de même que l'Albanie a une très grande culture francophone et que c'est un élément aussi de diffusion du français. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Encore une fois, le sujet de la langue française et de l'opportunité que présente la technologie, notamment l'intelligence artificielle et les nouveaux logiciels de traduction font partie de nos échanges à l'OIF et c'est une des tâches que j'ai confiées au nouveau directeur de l'Observatoire de la langue française de nous guider avec les données que possède l'Observatoire afin de nous aider à contribuer à une bonne traduction, puisque chaque fois que nous approchons les utilisateurs, nous sommes les bienvenus. Et en quelque sorte, les utilisateurs de la langue française et encore une fois les États, puisque c'est les États qui prennent les décisions, les États de notre espace nous entendent chaque fois leur rappeler de faire valoir la langue française. Nous ne comptons pas avoir une population francophone beaucoup plus importante que les Chinois et les Hindis, mais et c'est ma conviction aussi, c'est important qu'on arrête de reculer sur la langue française, qu'on assume et qu'on vive notre langue sans pour autant entrer en guerre contre ceux qui parlent d'autres langues. Merci, Nicolas Dragon. Et l'Albanie étant membre de notre organisation. Merci, Madame la secrétaire générale. Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la secrétaire générale de la francophonie, merci de votre présence. Cela dans la perspective du 19e sommet de la francophonie qui se déroulera en partie dans mon département de l'Aisne, qui est fier d'accueillir cet événement à Villers-Cotterêts. L'occasion justement de vous demander si l'utilisation grandissante et à l'excès du vocabulaire anglais, qui est inclus trop souvent dans la langue française, représente pour vous un problème pour la France, mais aussi pour l'ensemble des pays francophones. Est-ce que cela, pour vous, cela représente un danger réel? Comment y remédier? Comment lutter contre cela? Car trop de termes étrangers, notamment anglais dans notre langue, peuvent la menacer à terme, surtout lorsque certains représentants publics usent et abusent d'expressions empruntées. C'est la conclusion de l'Académie française qui a intimé les pouvoirs publics à agir, en commençant par respecter eux-mêmes le français et à veiller à leur bon usage de la langue française. Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire générale. Merci beaucoup. Moi, j'ai grandi francophone. Ensuite, j'ai fait mes études en anglais. J'ai passé 20 ans aux États-Unis d'Amérique. Et j'ai fait un diplôme en français dans une université américaine. Et donc, je suis, dans ma carrière, à ce moment, revenue à mes premiers amours. Et donc, je suis plus convaincue que vous de la nécessité de ne pas chaque fois capituler. Ça, on voit ça dans les organisations internationales
au niveau, même si je ne pensais pas à l'époque présenter ma candidature pour le secrétariat de l'OIF dans mon travail au niveau de l'Union africaine, où je m'exprimais beaucoup en anglais. J'ai toujours milité pour que tous les textes de l'organisation panafricaine puissent être disponibilisés en anglais, en français. Je dois dire surtout parce que je n'étais pas à l'aise avec des collègues qui parlaient à peine anglais et qui étaient soumis à des documents dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas. Et donc, pour moi, il est important pour les francophones de porter notre langue. Encore une fois, pas pour se battre contre les autres langues, mais la valoriser et l'utiliser. C'est vrai que les termes qui se retrouvent en français, surtout dans le monde commercial, touristique, etc., c'est difficile pour l'OIF de pouvoir convaincre ceux qui sont dans le milieu économique, mais je pense que c'est à tous les francophones qui utilisent cette langue aussi de la valoriser et de ne pas être paresseux, parce que tous les termes qui existent en anglais, on peut les trouver en français. Merci. Pierre-Yves Cadalin. Oui, merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Je tenais à rappeler, puisqu'il est question de l'anglais, qu'il y a également beaucoup de termes en anglais qui viennent du français et que ainsi vont les langues, n'est-ce pas, dans l'échange et l'emprunt de mots. Ce qui pose problème avec l'anglais, c'est sa domination politique en un sens. Et vous m'y avez fait penser en parlant de vos échanges avec le secrétaire général de l'ONU, puisqu'il m'a été donné d'observer des négociations internationales, notamment celles portant sur l'accord portant sur la biodiversité par-delà les juridictions nationales. Et il se trouve qu'alors l'Union européenne négociait en compétences régionales. Et négociant en compétences régionales, les délégués français s'y exprimaient en anglais. À l'inverse, des membres du groupe de l'unité africaine qui négociaient eux aussi en compétences régionales parlaient tantôt anglais, tantôt français. Donc peut-être y a-t-il là des revendications et des recommandations que nous pouvons ici, d'ailleurs dans le cadre de cette commission, nous faire à nous-mêmes et à notre diplomatie. Mais j'étais curieux de savoir quelles avaient été la nature précise de vos échanges avec le secrétaire général et s'il comptait mener quelque action en la matière. Merci Madame la Secrétaire Générale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, tous les chefs des organisations multilatérales avec lesquelles nous interagissons, je les connais personnellement. J'ai travaillé longtemps avec Antonio Guterres quand il était à la tête de l'organisation onusienne pour les réfugiés. Je connais Madame van der Leyen, puisqu'on était ensemble au Conseil de Munich pour la sécurité. Et donc, je leur parle tout le temps. Les discussions portent surtout sur les textes qui sont utilisés au niveau de ces organisations. Particulièrement pour l'Union européenne, il y a un pourcentage de textes qui doit être respecté et qui, de moins en moins, est respecté. Et je dois le dire d'une manière étonnante, même après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est un sujet dont nous parlons tout le temps. Mais je vous remercie aussi de suggérer que vous, les élus, puissiez rappeler à vos représentants de vos États et gouvernements de valoriser la langue française, de l'utiliser, d'avoir des exigences sur la traduction des textes et sur la présence des interprètes, surtout dans le monde multilatéral où la langue française régresse d'une manière visible. Nous verrons en 2026 où on se situe, mais c'est un combat qui doit être mené par nous tous. Merci Madame la Secrétaire Générale. Mes chers collègues, nous n'avons pas tout à fait épuisé l'ordre du jour et nous avons des rapporteurs à désigner sur 3 projets de loi. Mais avant cela, je voudrais, en votre nom, vous remercier, Madame la Secrétaire Générale, d'être venue devant nous aujourd'hui. Cet échange direct et ouvert était nécessaire pour nous permettre de mieux comprendre l'importance des échéances qui s'annoncent pour l'OIF et la francophonie, à commencer par le 19e sommet de la francophonie qui se tiendra dans maintenant 2 semaines. Nous resterons très attentifs dans les mois à venir à tout ce qui concernera l'OIF et la promotion de la francophonie. Vos éclairages, à n'en pas douter, nous seront précieux pour apprécier les évolutions qui interviendront. Encore un très grand merci et je vous demande à vous aussi,
encore quelques secondes de patience, puisque mes chers collègues, sur la base des délibérations du bureau de notre commission, je suis saisi de candidatures pour des rapports sur des projets de loi portant sur des conventions ou accords internationaux appelés à être rapidement déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Madame Marine Hamlet, au nom du groupe Rassemblement national, sur le projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Cambodge. Madame Brigitte Klinkert, au nom du groupe Ensemble pour la République, sur le projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier. Monsieur Pierre-Yves Cadalin, au nom du groupe La France Insoumise, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la ratification de la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs. Il n'y a pas d'objection. Il en est ainsi décidé. Je félicite les rapporteurs et les remercie pour leur engagement sur ces différents textes que nous serons amenés prochainement à examiner. La séance est levée et je vous rappelle que vous êtes conviés à 19h à un pot de rentrée au 4e étage de la question.